Allô, allô, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, je vous parle des lectures que j'ai faites en juillet 2023. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue dans cet endroit où, depuis récemment, on ne fait plus de montage. Alors, soyez avertis, je l'ai dit dans mes dernières vidéos, le montage, ça m'horripile, ça m'empêche en fait de faire des vidéos YouTube. Alors j'ai décidé de suivre l'exemple de certains amis et de ne plus en faire. Donc je vais vous parler directement. Si je fais des gaffes, j'en fais, tant pis. J'ai mon ordinateur à côté de moi, alors vous allez me voir le regarder fréquemment. Et puis aussi, je veux vous rappeler que mon horaire de publication là est plus nécessairement toujours constant, alors je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne ou à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos puisque je vais publier de façon un peu plus aléatoire à l'avenir. Alors, pour juillet, j'ai lu 5 livres. Je suis maintenant rendue à 36 livres lus sur l'objectif de 50 que je me suis donné cette année. Puis le premier dont je vais vous parler, en fait, c'est pas un livre que j'ai lu en juillet, c'est un livre que j'ai lu en juin. Mais j'avais pas pu vous en parler parce que c'était pour le club de lecture de Sylvain Desmenti, donc le Club Desmenti. Il s'agit de Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley. Et puis, on a fait un live il y a quelques semaines déjà sur la chaîne de Sylvain. Alors, je vais vous mettre le lien en haut ici, là, puis aussi dans la barre d'infos en bas. Allez le regarder, on en a parlé pendant presque 1 heure. Et puis, Frankenstein, on est tous un peu, je pense, on sait tous un peu de quoi ça parle. C'est le docteur Frankenstein. C'est un roman, un classique là, de la littérature. C'est un roman gothique. C'est comme le précurseur de la science-fiction. Puis, c'est ça, ça raconte l'histoire du docteur Frankenstein et de la créature qu'il crée. Donc, le docteur Frankenstein, lui, il est obsédé par la science, mais surtout par l'idée de créer la vie. Fait que là, il va tout faire pour y arriver. Ça va marcher. Mais après ça, il va être catastrophé puis épouvanté de ce qu'il a créé comme créature. Puis après ça, on va voir s'installer une espèce de relation de haine entre les deux personnages, donc le docteur Frankenstein et sa créature, son monstre. Puis ça va dominer toute leur vie à tous les deux. Puis là, ben, si vous avez déjà regardé le live de Sylvain, vous allez savoir que pour moi, ça n'a pas été un succès, malheureusement. Je pense que je suis peut-être pas faite pour l'écriture romantico-gothique. Ça m'a paru vraiment long. Aussi, au début, c'était épistolaire, ce que j'aime bien d'habitude, mais après ça, ça devient quelqu'un qui raconte à quelqu'un. Après ça, on a quelqu'un qui raconte à quelqu'un qui raconte à quelqu'un. Puis là, cette histoire-là de poupée russe, moi, personnellement, ça m'a empêché de me sentir proche des personnages, de m'attacher à eux. Donc, c'est ça. Moi, ça m'a laissé comme un peu froide. Puis, il y a quand même des choses que j'ai aimées, là, comme les thèmes, là, la responsabilité du créateur, l'empathie envers la créature, même si c'est quelqu'un ou quelque chose qui fait des choses horribles, l'idée de la vengeance, l'idée de tout rejeter sur les autres et tout. En tout cas, bref, ça c'était des thèmes intéressants, mais ça n'a pas réussi à capter mon attention. Souvent, là, je me perdais un petit peu pendant que là, je l'écoutais, puis là, j'étais comme « Oh, faudrait peut-être que je revienne à ma lecture. » Je comprends quand même que c'est un roman important et intéressant, puis ça nous a amené à avoir de super belles discussions pour vrai dans le club de lecture, là. C'est vraiment agréable, puis super riche comme discussion, mais quand même, pour moi, ça n'a pas été une lecture super agréable, donc je lui ai donné 2 étoiles. Je l'ai fini quand même, c'est pas si mal. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Sunshine at the Comfort Food Café de Debbie Johnson. C'est le 4e tome de cette série-là, mais tous ces livres-là peuvent se lire indépendamment. On n'est pas obligé d'avoir lu les autres pour apprécier. On peut prendre un peu n'importe où dans la série. On va suivre toujours un personnage différent. L'histoire va toujours se passer dans la même petite ville, le petit village sur la côte en Angleterre.
Et puis, on va avoir comme en background les espèces de personnages savoureux, un peu farfelus du village. Puis, on va focuser à chaque roman sur un personnage. Puis, dans celui-là, on va suivre Willow. C'est toujours des romans très, très, très feel good. Il y a de la romance, mais pas que. Puis, dans celui-là, comme je dis, on suit Willow. Puis, Willow, elle a comme 2 jobs. Elle est serveuse au Comfort Food Café, mais aussi elle a sa propre compagnie où elle fait des ménages. Et surtout, ce qui prend beaucoup de son temps, c'est qu'elle s'occupe de sa mère. Elle vit avec sa mère, puis sa mère vit avec l'Alzheimer. Donc, c'est quand même une grande responsabilité qu'elle a. Puis là, assez tôt dans le roman, elle va rencontrer, il y a un manoir dans le village, puis il y a un nouveau propriétaire qui s'installe, puis qui veut le retaper. Est embauchée pour aller faire le ménage, ils se rencontrent, puis il y a comme quelque chose qui se développe entre les deux. C'est un personnage intéressant, c'est un beau geek, un super beau geek. Puis elle arrive enfin à s'ouvrir avec lui, ce qu'elle n'arrive pas nécessairement à faire parce qu'elle est très 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 gardée, Willow. Puis au fil du roman aussi, elle va apprendre à partager la responsabilité de prendre soin de sa mère, puis ça va venir évidemment la brasser là, à l'intérieur et tout, puis débloquer des trucs, puis c'était super super intéressant à lire, et c'était le genre de lecture dont j'avais besoin absolument. Là-dedans, il y a des dialogues là, savoureux, pleins d'esprit, les personnages sont, dans cette série-là, sont toujours bien construits, sont complexes, ils sont pas unidimensionnels du tout. L'histoire, évidemment, bon, c'est du feel good, hein, ça finit bien, fait que ça fait du bien au petit cœur. Puis moi, j'aime ça, quand on est dans une histoire où, oui, il y a une histoire d'amour, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose, c'est pas juste ça qui occupe la vie de nos personnages. Fait que c'était parfait. J'ai donné 4 étoiles. Le prochain de la série se passe à Noël. Donc, probablement que je vais le lire dans le mois de décembre, probablement. Là, je vais attendre les menus du Cold Winter Challenge, mais il sera sûrement dans mon Cold Winter Challenge parce que c'est sûr que je vais continuer cette série-là que j'adore. Ensuite de ça, j'ai lu une courte nouvelle de Brandon Sanderson qui s'appelle Sixth of the Dusk. Donc, c'est dans l'univers du Cosmere de Brandon Sanderson et ça se passe dans un monde qui a l'air de ressembler à la Polynésie, autant au niveau géographique que culturel. Puis notre personnage, c'est Sixth of the Dusk, donc 6e de... C'est quoi Dusk en anglais? Genre, de chien entre chien et loup, je sais même pas c'est quoi. Bref, le 6e de sa famille qui est né. Lui, c'est un trappeur. Puis là, il va arriver sur l'île où, normalement, il va trapper. Trapper quoi? Je peux pas vous le dire. L'île s'appelle Padji. Puis, quand il arrive là, il se rend compte qu'il y a des explorateurs qui sont arrivés. Des gens de la ville, mettons. Puis là, ils se demandent, là, premièrement, c'est une île super dangereuse, fait qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi leur objectif? Est-ce qu'ils sont là pour exploiter, découvrir, faire de la recherche? C'est vraiment pas clair. On nous offre des pistes de solutions vers la fin, mais ça a une fin vraiment, vraiment ouverte. Puis en plus, c'est vraiment un court coco récit, là, ça a 60 pages. On n'est pas trop sûr là, vers quoi ça s'en va vers la fin. Puis Crime Bin, je veux savoir. C'était très très bon. J'aimerais ça avoir la suite. Je trouve que l'idée est super intéressante. Les personnages, même si l'histoire est courte, là, 60 pages, là, les personnages sont intéressants, sont bien développés, on les comprend. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, il y a un aspect aussi magique qui est hyper original. Quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, auquel j'aurais pas pensé non plus. La morale de l'histoire est bonne, c'est songé. Bref, j'aimerais que Brandon Sanderson poursuive, développe cet univers-là qu'il a exploré dans sa nouvelle, parce que franchement, c'était très 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 bon. J'ai donné 4 étoiles parce que, tu sais, 5 étoiles pour une nouvelle. Je sais pas, ça se fait-tu? Je sais pas. Sinon, on se rappelle que moi, cet été, mon objectif, c'est de terminer ou de poursuivre des séries entamées. Alors, j'ai terminé le 3e tome des enquêtes de l'enquêteur Joaquin Morales de Roxane Bouchard, là, Le Murmure des Acapiques. Donc, c'est ça, c'est le 3e tome. Dans ce roman-là, qui est vraiment moins épais que les autres, on va suivre 2 personnages en parallèle. Premièrement, on a Joaquin, notre personnage principal. Il décide de prendre des vacances, donc il s'embarque sur une croisière de ski de fond. Je savais pas que ça existait, mais maintenant, apparemment, je le sais.
Puis, il y a de ses collègues qui sont aussi des amis qui sont avec lui sur la croisière. Puis, il y a sa collègue, je me rappelle plus, Nadine, je pense, qui mène une enquête sur la mort d'un petit trafiquant de drogue, là, un petit pusher. Puis là, ben, il va se faire embarquer là-dedans. Puis, parallèlement, on a Simone Laure, qui est l'agente de Pêche et Océan Canada qu'on a connue dans le 2e tome, qu'on va suivre. Elle doit, dans le fond, son patron lui donne un mandat, elle doit s'embarquer sur un chalutier là, qui part des îles de la Madeleine pour aller à la chasse aux phoques. Puis, tous les autres bateaux sont rentrés parce qu'on annonce une tempête, mais lui, ce bateau-là veut absolument partir. L'équipage est un peu louche, fait que là, elle s'embarque sur ce bateau-là avec eux. Bon, alors maintenant mon avis. Allons-y d'abord pour le bon côté. Comme toujours, Roxane Bouchard a une plume magnifique. Elle n'a pas son pareil pour décrire les paysages du fleuve, puis les réflexions, puis c'est toujours un peu poétique. Alors ça, toujours très très bien, j'ai aimé. Par contre, c'est un roman que j'ai eu énormément de difficultés à lire. Simone, elle s'embarque sur le chalutier et elle est entourée d'un équipage uniquement masculin qui est épouvantablement toxique et misogyne. Mais vous n'avez même pas idée à quel point leurs paroles, leurs actes sont lourds. Là. C'était dur à lire. Là. J'avais pas de plaisir. Fallait vraiment que j'y aille à petite dose parce qu'en tant que femme, honnêtement, moi, lire ça puis voir où ça s'en allait, non, c'était vraiment, c'était fort désagréable. J'avais souvent pas le goût de lire. Ça m'a pris au moins la moitié du livre en plus pour comprendre c'était quoi au juste l'enquête de Joaquin Morales, puis comment tout ça pouvait se rejoindre, pourquoi on suivait Simone en parallèle. C'était pas concret. J'ai dévoré, soyons honnêtes, j'ai dévoré à partir du 3/4 à peu près là, les dernières pages, peut-être les 50 dernières pages, je les ai dévorées. Mais, en contrepartie, tout le long du roman avant ça, me suis souvent demandé la question, est-ce que je le finis? Ça a failli être un abandon. Puis, c'est ça, parce que c'était lent, c'était long, le début, pourtant il est court. Puis après ça, après avoir fini les dernières pages, il y a eu la fin. Si vous l'avez lu, vous savez, vous viendrez m'en parler. Moi, la fin, là, ça m'a vraiment fâchée. J'étais pas contente. Je pense que j'aurais pu skipper ce livre-là, puis je pense que j'en aurais été mieux parce que ça n'a pas été un grand succès. J'y ai donné 2 étoiles, fait qu'on va laisser ça comme ça. Malheureusement, pas une réussite pour ce 3e tome de Roxane Bouchard. Pourtant, j'ai beaucoup aimé les précédents. Ensuite, un autre 3e tome de série, là, c'est ça, je lis souvent des séries, des fois c'est difficile de pouvoir vous en parler en détail parce que c'est ça, c'est des 3e tomes, des 2e tomes, etc. Là, j'ai lu le 3e tome de la série Shades of Magic de V.E. Schwab qui s'appelle A Conjuring of Lights. Dans ce 3e tome-là, on va continuer de suivre les 3 mêmes personnages et leurs amis, mettons, amis, leur entourage qu'on a connu dans les 2 premiers. Donc, on a Kel, qui est notre magicien Antari. On a Delilah Bard, qui vient, elle, du Londres gris, parce qu'on est dans un monde, si vous ne savez pas, je vais peut-être faire une petite mise en contexte, on est dans un monde où il y a 4 Londres, et chacun a une couleur, et puis ils peuvent communiquer entre eux. En fait, les Antari peuvent se déplacer entre les Londres. Le nôtre, ça serait comme le Londres gris, sans magie. On a le Londres rouge, qui est celui de Kel, où il y a full magie. Le Londres blanc, où il y a de la magie, mais malsaine un peu, c'est comme too much. Puis le Londres noir, qui est fermé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, Delilah, elle vient de Londres gris. Et puis, on a Rye, qui est le frère de Kel, son frère d'adoption, mais qui est l'héritier de la couronne, le prince du Londres rouge. Ce roman-là, ce tome-là, va se passer plutôt dans Londres rouge, dans l'univers du Londres rouge. Puis, ils doivent faire face, nos personnages
très difficile d'en dire plus sérieusement, mais bon. Ils doivent faire face, nos personnages, à une menace qui provient de l'ombre noire et qui est passée par l'ombre blanche puis qui s'en vient vers eux. Et voilà tout ce que je peux vous dire. En gros, je suis contente d'avoir fini la série, mais au final, c'est pas une série qui m'a tant emballée ni marquée. Je pense que je la trouve correcte, c'est bien, mais je sais pas, j'ai pas trippé ma vie. Je n'ai pas parlé de la lecture du deuxième tome, je l'ai lu l'automne dernier. Ça m'a pris 2 fois avant de réussir à le lire. J'avais commencé à le lire pendant que j'étais en voyage en Grèce. Puis j'arrivais pas du tout à embarquer dedans, fait que je l'ai mis de côté. Je l'ai lu finalement plus tard dans l'automne. J'avais trouvé que là, encore une fois, là, c'était long avant qu'on embarque. Ça m'a pris au moins la moitié du livre avant de me sentir un peu impliquée, contrairement au premier tome. Puis, ben, dans tous les cas, là, même pour ce tome-ci, on dirait que je suis jamais vraiment arrivée à croire aux enjeux. J'étais pas tant prise dans l'histoire. Celui-ci il était vraiment très très long. Je l'ai écouté en audio, c'était 19 heures. C'est très très long. Je pense qu'il y a des bouts qui auraient pu être resserrés. Puis je suis restée sur ma faim pour plein d'affaires. J'ai pas eu les réponses que je pensais avoir. Par exemple, d'où vient Kel? Il a été adopté, il est arrivé comme ça dans la famille royale, mais on sait pas c'est quoi son origine. Je finis en ne le sachant pas plus. Layla, la même affaire. D'où c'est qu'elle vient, on sait pas. Il y a comme une piste qui est ouverte là, pour Londres gris vers la fin. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On sait pas. Fait que c'est ça. Fait que je suis plus ou moins satisfaite. Je me dis, ah ben, check, c'est fait. C'est done. Ma série est finie, je peux mettre ça de côté puis quasiment l'oublier. Là. Mais je sais que c'est une opinion impopulaire puis que cette série-là est super, super populaire. Beaucoup, beaucoup aimée. Je sais pas, faudrait que j'essaye de réfléchir un peu plus au pourquoi pour moi ça a pas été le succès que ça a été pour d'autres. Je sais pas. Je vais y réfléchir puis peut-être que je vous en parlerai, mais si vous avez des théories, venez me le dire dans les commentaires. Sinon, le dernier livre que j'ai lu en juillet, c'est Rivals, qui est le 3e tome de la série American Royals de Katharine McPhee. Donc, dans cette série-là, on est dans une uchronie où il y a des monarchies encore partout sur la Terre. Là. Il n'y a comme pas eu ça des révolutions pour abattre les monarques et les monarchies. Fait que aux États-Unis aussi, il y a une monarchie. Quand il y a eu, mettons, la Révolution américaine, ben, au lieu d'établir une république avec un président, ils ont élu, ils ont établi une monarchie avec George Washington comme premier roi. Puis là, maintenant, au 21e siècle, on est avec les descendants. Donc, c'est la famille Washington. Puis nous, on suit la nouvelle génération. On a Béatrice, qui est l'héritière du trône, qui sera la première reine. Donc, avant ça, c'est toujours eu des rois, il y a eu des reines de leurs femmes, mais la première reine en titre, ça va être elle. Puis, elle a aussi un frère et une sœur, un couple de jumeaux, Samantha et Jefferson, qui sont dans le roman. Et puis, tous les personnages qui sont autour d'eux, là, leurs amis, leurs relations amoureuses. Donc, on a 4 points de vue. On a Béatrice, Samantha, on a Nina, qui est la meilleure amie de Samantha, et Daphné, qui est la copine de Jefferson, qu'on suit. C'est difficile de vous dire... Encore une fois, je me répète, mais c'est dur d'en dire plus parce que je peux pas vous dévoiler des éléments du 1er et 2e tome. Puis si je vous dis exactement ce qui se passe dans le 3e tome, ben là, ça va vous voler une punch. Mais je peux vous dire que dans ce tome-ci, on a des nouvelles rivalités qui vont se dessiner. Il y a comme un nouveau personnage qui arrive, qui dérange. Il y a plusieurs nouveaux personnages qui arrivent, mais il y en a un qui dérange. Mais il y a aussi la notion de... rivalité entre ce que les jeunes Washington voudraient pouvoir faire de leur vie et ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont la famille royale. Fait que c'est comme ça. Puis, aussi, il y a des alliances qui sont créées entre des personnages qu'on n'aurait jamais cru voir parce que ça se pouvait comme pas, mais ça arrive finalement. On s'entend que c'est léger, c'était parfait pour cet été, là. C'est vraiment une petite lecture pas compliquée. J'aime particulièrement le développement des personnages féminins, les 4 qu'on suit, là, Béatrice, Samantha, Nina et Daphné. Je trouve qu'ils sont extrêmement bien développés, sont complexes, sont intéressantes.
Les autres personnages autour, dont Jefferson, là, qui est aussi un membre de la famille royale, restent plutôt plats, unidimensionnels malheureusement, mais les filles sont bien faites. Je me suis surprise à développer de l'affection et de l'empathie pour la poffine de l'histoire qu'on suivait dans les 2 premiers puis que j'aimais pas bien, mais là, il y a quoi qui se développe. Puis, le seul bémol que je pourrais dire, c'est que la fin faisait très feuilleton américain. Là. Très, mon Dieu, oui. Je peux pas vous en dire plus que ça, mais oui. Donc, en tout, j'ai bien apprécié ma lecture, un 3 étoiles. Donc voilà, c'était le bilan de mes lectures du mois de juillet. J'espère que de votre côté, juillet a été un bon mois de lecture. Venez me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce qui s'est pas bien passé pour vous. Si vous avez lu un des livres que j'ai mentionnés, venez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que votre mois d'août sera rempli de très bonnes lectures. On se revoit bientôt. Bye!